temps d'ouvrir l'ordinateur, je voudrais remercier Laurier et Habib pour cette invitation, pour être parmi vous aujourd'hui. Et je vous remercie infiniment d'être là. Je vais parler à partir de plusieurs positions qui ont alimenté en fait l'expérience que j'ai du patrimoine culturel immatériel. Ces expériences sont un petit peu variées, comme Laurier l'a déjà dit. J'ai été l'un des rédacteurs de cette convention de 2003, surtout à sa phase finale en 2002 et 2003. Il y a eu 3 grandes réunions à l'UNESCO pour rédiger la version finale qui allait être adoptée par la conférence générale en octobre 2003. Ensuite, il fallait rédiger les directives opérationnelles, qui est le texte qui explique comment la convention va être mise en œuvre, à la fois au niveau international, mais aussi au niveau national. Et il y a eu un certain nombre de réunions restreintes, ce qu'on appelle à l'UNESCO des réunions d'experts, dont celle que Laurier vient de mentionner, qui a eu lieu à New Delhi, mais il y a eu d'autres qui se sont penchées chacune sur une thématique particulière pour essayer d'avoir un document cohérent. C'est aujourd'hui les directives opérationnelles, bien sûr, qui a été amendé à plusieurs reprises par la suite, en 2012, 2014, 2016, encore pour inclure un gros chapitre sur patrimoine culturel immatériel et développement durable. Ensuite, à partir aussi de la position du chercheur que je suis à la base, et qui réfléchit sur la question du patrimoine depuis presque 20 ans maintenant, et à la fois sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique, comment les individus s'approprient la question du patrimoine et comment elle donne lieu à toutes sortes d'enjeux et fait émerger toutes sortes de questionnements qui sont liés aux grandes questions qui traversent notre monde contemporain, question de la mondialisation notamment, la question de l'identité, la question de la culture, la position aussi du facilitateur, ce qu'on appelle à l'UNESCO le facilitateur qui est... c'est aujourd'hui un réseau d'une centaine de personnes qui ont une expérience de la Convention de 2003 et qui aident l'organisation à mettre en œuvre un programme qui s'appelle le programme de renforcement des capacités. Pour mettre ce programme en œuvre, l'UNESCO a formé ce qu'ils ont appelé des facilitateurs. Et donc je fais partie de ce réseau d'une centaine de personnes qui se trouvent un peu partout dans le monde. Et j'ai eu notamment l'opportunité d'encadrer un certain nombre de formations sur la Convention, surtout dans les pays de l'Afrique du Nord, mais aussi au Liban, au Mali, dans un certain nombre de pays, pour essayer d'élargir la base de la Convention, sa compréhension, surtout que cette notion de patrimoine culturel immatériel soit suffisamment comprise, pour qu'elle soit surtout appropriée par les gens, parce que c'est quelque chose qui est lié aux communautés, aux groupes et aux individus qui pratiquent ou détiennent ou s'identifient au patrimoine culturel immatériel, tel que ces 3 notions sont définies dans le texte même de la Convention, dans son article 2. Ensuite, la position aussi du représentant du Maroc au Comité du patrimoine mondial. Le comité, c'est un organe, après l'Assemblée générale qui regroupe les États parties qui ont ratifié la Convention, le comité intergouvernemental, c'est véritablement l'organe qui est chargé de la mise en œuvre de la Convention au niveau international. Et
Oui, dans ce comité, lorsqu'on en fait partie, c'est 24 États élus. Le Maroc en a fait partie entre 2010 et 2014. Il faut désigner quelqu'un pour représenter le pays, donc l'État partie dans cet organe. Et j'ai eu l'opportunité, la chance et l'honneur aussi de représenter le Maroc dans cette instance. Et le comité est chargé notamment des inscriptions, et pas seulement, il est aussi chargé de veiller à ce que la convention soit vraiment suivie, implémentée, comme on dit, au niveau international, mais aussi au niveau national, dans les États qui l'ont ratifié à travers l'examen des rapports périodiques que les États parties présentent au comité. Le comité octroie aussi l'assistance internationale à travers le Fonds du patrimoine culturel et immatériel. Il a un certain nombre de prérogatives de ce genre. Ensuite, la position que Laurier a mentionnée, et ce sera la dernière, celle de l'organe d'évaluation. L'organe d'évaluation est un organe qui est créé par le comité pour l'aider à mettre en œuvre la convention et notamment évaluer les candidatures qui sont présentées pour inscription sur les deux listes, les programmes, projets et activités qui sont présentés pour sélection sur le registre des bonnes pratiques de sauvegarde et l'octroi et les demandes qui sont présentées pour l'octroi de l'assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine culturel et immatériel. Alors, cet organe a été mis en place par l'Assemblée générale en 2014. Et le comité a élu les 12 membres qui le composent, qui sont répartis équitablement sur les groupes électoraux. Donc, il y a une représentativité géographique qui est équilibrée, puisque les 12 membres, 6 experts représentants des États parties non membres du comité et 6 représentants d'ONG accrédités proviennent des différentes régions du monde et représentent les 6 groupes électoraux qui sont représentés à l'UNESCO. Et il fallait, puisque c'était la première fois que cet organe a été mis en place en 2014, il fallait procéder au tirage au sort, puisque chaque année, il faut procéder au renouvellement du quart de cet organe. Donc 3 sur 12 doivent partir chaque année et remplacés par 3 nouvelles personnes. C'était une opération compliquée parce qu'il y a les ONG, il y a les experts. C'est une opération un peu compliquée, mais il fallait cette année-là, 2014, savoir qui va rester un an pour ce premier groupe, cette première fournée qui va rester un an, qui va rester 2 ans, qui va rester 3 ans et qui va faire le mandat global qui est de 4 ans. Moi, le tirage au sort a fait en sorte que je passe 3 ans au sein de cet organe entre 2015 et 2017. Par la suite, lorsque nous nous sommes réunis la première fois en 2015, en mars, il fallait choisir un président, un vice-président et un rapporteur. Et donc nous nous sommes entendus entre nous et le choix s'est porté sur ma personne pour être le président cette année-là en 2015, pour étudier les candidatures et présenter un rapport au comité qui s'est réuni cette année-là en Namibie, fin 2015. Ensuite, 2016, nous avions une présidente japonaise. C'était pour étudier les candidatures et présenter un rapport au comité qui s'est tenu à Addis Abeba, en Éthiopie. Et en 2017 encore, j'ai été réélu par mes collègues pour présider cet organe. Et j'ai eu l'occasion et l'opportunité de présenter donc, le rapport de l'organe lors de la dernière session du comité, la 12e session qui s'est tenue en République de Corée, dans laquelle j'ai rencontré Laurier d'ailleurs, et on s'est mis d'accord sur cette conférence. Donc voilà les positions à partir desquelles ce que je vais vous présenter provient de ces différents points de vue qui m'ont permis d'avoir une certaine expérience, une vue sur la manière dont cet instrument juridique international est mis en œuvre au niveau international. Donc, je vais parler de questions de gouvernance globale de la Convention. Et je vais l'aborder à partir
sur la base d'un certain nombre de questions qui me semblent importantes pour montrer comment cette convention a démontré son soft power. C'est pas moi qui le dis, c'est une universitaire polonaise qui s'appelle Anna Schreiber, qui a parlé de soft power au sujet de cette convention de 2003. Donc je vais aborder 5 questions principales. La première, c'est d'abord l'universalité du concept de patrimoine culturel immatériel. Dans quelle mesure c'est un concept universel aujourd'hui? La deuxième question se rapporte à la gouvernance, au sens propre, c'est à la mise en œuvre au niveau international, national et local. Et surtout la capacité des organes à faire en sorte que cette convention soit mise en œuvre et les liens qui existent entre ces 3 niveaux, international, national et local. Le troisième point se rapportera au processus d'inscription. Le processus d'inscription des éléments de sélection des programmes, projets et activités au registre des bonnes pratiques et d'octroi de l'assistance internationale. Le quatrième point concernera le rôle des communautés. Je l'ai déjà dit, communautés, groupes et individus sont 3 catégories qui figurent dans le texte de la Convention. Comment les communautés se présentent dans le cadre de cette mise en œuvre de la Convention au niveau international. Il n'y a pas que les communautés, les groupes et les individus, il y a aussi d'autres acteurs, il y a les ONG, les centres d'expertise, les instituts de recherche, les experts. Toutes ces catégories sont citées dans le texte et ils ont leur place dans la mise en œuvre. Dernier point, et non des moindres, l'impact de la sauvegarde sur les éléments qui sont inscrits sur les listes. Qu'advient-il de ces éléments? C'est quelque chose sur lequel il y a très peu de réflexion, mais je pense qu'il y a une tendance maintenant dans les milieux académiques à s'intéresser au patrimoine immatériel et ces questions vont faire l'objet très certainement, et c'est aussi un message qui vous est adressé aux jeunes étudiants en licence, en master, en doctorat. Aujourd'hui, c'est un domaine intéressant, savoir comment l'inscription a un impact sur la culture, un impact sur ce que nous appelons aujourd'hui le patrimoine immatériel. La reconnaissance ou la sélection, d'ailleurs, ne concerne pas uniquement le niveau international, ça peut concerner aussi le niveau national pour des États comme le Canada qui n'a pas ratifié la Convention. Le fait de sélectionner des éléments sur l'inventaire, par exemple, au niveau national ou au niveau fédéral, qu'est-ce que cela dit sur les autres éléments qui ne figurent pas sur cet inventaire? Qu'est-ce que cela dit sur le processus dans son ensemble et sur ses applications politiques, économiques et autres? Alors chacune de ces questions va être résumée très succinctement, faire un état des lieux et ensuite j'essaie dans la mesure du possible de faire quelques propositions. Alors tout cela, c'est dans le cadre de ce que j'appelle le système du patrimoine culturel immatériel. J'entends par cette expression le système du patrimoine culturel immatériel, les organes, les entités, les parties prenantes et les procédures administratives, juridiques et financières au niveau national et international qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la Convention du patrimoine culturel immatériel de 2003. Donc voilà, c'est à la fois les organes, mais c'est aussi les procédures, toutes sortes de procédures, donc tous les acteurs, à la fois les acteurs, les institutions et les procédures qui interviennent dans la mise en œuvre de cette convention. Alors je vais commencer par le premier point, l'universalité du concept.
de patrimoine culturel immatériel. Comme vous le savez certainement, au moment de l'adoption de la Convention de 1972, il y a au moins un État membre de l'UNESCO, c'était la Bolivie, qui avait attiré l'attention sur le patrimoine immatériel. À l'époque, on ne disait pas patrimoine immatériel, culture populaire, culture orale, il y avait toutes sortes d'expressions à l'époque, mais c'était pour dire où est la place, on l'appelait aussi folklore, où est la place du folklore, où est la place du patrimoine immatériel dans cette convention de 72. Et la question est restée en suspens, puisque la convention de 72 n'a pas apporté de réponse à cette composante du patrimoine culturel. Il faut attendre en 1989 pour qu'une recommandation soit adoptée par l'UNESCO. Il s'appelle d'ailleurs, pour reprendre la même expression, recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire. En anglais, on a utilisé la formule folklore, d'ailleurs. Une décennie plus tard, on s'est rendu compte que la recommandation n'a pas d'effet parce qu'elle n'est pas contraignante pour les États. Elle n'a pas la force juridique que peut avoir par exemple une convention. On s'est rendu compte que le concept de culture traditionnelle et populaire c'est pas tout à fait adéquat pour décrire ce dont on parle. Donc il y a eu un certain nombre de réunions d'évaluation de cette recommandation et qui a conduit à l'UNESCO à mettre en place un programme, le programme de la proclamation des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Et ce programme a été mis en œuvre entre 1999 et 2005. Il a donné lieu à 3 proclamations, 2001, 2003 et 2005, qui ont totalisé 90 éléments qu'on appelait à l'époque chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. En même temps que ce programme est mis en œuvre, des voix se sont élevées au sein de l'UNESCO pour dire que ce programme lui-même est problématique. D'abord, il n'est pas contraignant, comme la recommandation de 89. La notion de chef-d'œuvre est problématique. Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? Qu'est-ce qui mérite d'être chef-d'œuvre? Qu'est-ce qui ne le mérite pas? Et puis, la question de la hiérarchisation qu'il introduit au sein des éléments du patrimoine immatériel. Certains éléments sont des chefs-d'œuvre, d'autres ne le sont pas. Comment on peut expliquer cette hiérarchie? Donc, très vite, au sein de l'UNESCO, on s'est dit il faut absolument disposer d'une convention. Donc, il fallait mettre un terme à ce programme, ce qui a d'ailleurs été fait, prévu dans la convention elle-même, parce que quand la convention était en train d'être élaborée entre 2002 et 2003, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les discussions, on s'est posé la question, que vont devenir les 90 chefs-d'œuvre? Il fallait trouver... La solution qui a été trouvée, c'est d'ajouter un article, l'article 31, que vous trouvez dans la Convention, qui prévoit que ces chefs-d'œuvre sont automatiquement inscrits sur la liste représentative qui est prévue par la Convention, sans être soumis aux critères. C'est une entorse au règlement, mais c'est la solution qui a été trouvée. Donc ce programme a pris fin avec l'entrée en vigueur de la Convention en 2006. Alors, le préambule de la Convention, je reviens à la question de l'universalité. Le préambule de la Convention stipule que, conscient de la volonté universelle et du souci commun de sauvegarder le patrimoine culturel et immatériel de l'humanité, il y a un certain nombre de phrases de ce genre, mais il y a là l'expression d'une volonté universelle. C'est un instrument qui est destiné à devenir universel. En même temps, quand on regarde les chiffres, jusqu'à mars de cette année, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a 176 États membres de l'UNESCO qui ont ratifié cette convention, sur 195 États membres. En même temps,
à l'UNESCO. On s'en réjouit parce qu'en très peu de temps, cette convention a drainé un nombre de ratifications sans précédent, même par rapport à la convention de 1972 qui a pris beaucoup de temps pour être ratifiée universellement. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a encore 19 États qui n'ont pas encore reconnu cet instrument. Et non des moindres, puisqu'il y a là-dedans des poids lourds sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Mais je vais m'intéresser très brièvement au cas des États-Unis d'Amérique. Et je renvoie au travail de Richard Curran, qui a été publié par Laurier dans la revue Ethnologie en 2014. Richard Curran présente les arguments qui font que les États-Unis n'ont pas, à ce jour, ratifié cette convention. Le premier argument, la notion de traité culturel en soi est un peu comme un anathème vu des États-Unis, puisque la culture est une question de liberté et non de régulation. Il y a une question de principe. Un traité culturel est problématique, semble-t-il. Deuxième argument, la définition de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel. Est-ce qu'il inclut, par exemple, les religions et les langues? Voilà une question qu'on s'est posée aux États-Unis. Le but de la Convention, troisième argument, le but de la Convention. Est-ce qu'il s'agit de reconnaître, de sauver, de préserver, de protéger toutes les traditions? Ou est-ce qu'on va procéder à une sélection? Quatrième argument, la Convention est-elle appelée à préserver seulement les traditions menacées ou toutes les traditions? Est-ce que le critère, ça va être ce qui est menacé ou est-ce qu'on va s'intéresser à tout ce qui relève des traditions? Cinquième et dernier argument, la responsabilité d'un État démocratique d'assurer la continuité des pratiques culturelles, alors que cela relève des détenteurs. Les traditions culturelles, les pratiques culturelles en général, selon cet argument-là, relèvent de la volonté des individus. Et l'État n'a pas à s'immiscer dans ces questions. Voilà, ce sont là les raisons principales qui ont été avancées par les instances américaines qui ont été en charge de la négociation au moment de l'adoption de la Convention. Et je termine par une phrase de Richard Curran qui dit « Au niveau le plus haut, l'administration américaine ne voulait pas de traité ». Alors, évidemment, les États-Unis, ce n'est qu'un exemple. Il y a d'autres États, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, Israël, d'autres États qui n'ont pas à ce jour ratifié cet instrument. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que à la fois le texte de la Convention, d'une part, l'expérience de sa mise en œuvre depuis 2006 à aujourd'hui, est-ce que ces deux éléments sont suffisants pour convaincre ceux qui n'ont pas encore ratifié pour le faire? Par exemple, quand on regarde les arguments des États-Unis sur la définition de ce que c'est que le patrimoine culturel immatériel, est-ce que la définition qui est dans l'article 2 est convaincante ou pas? Par rapport aux questions sur ce qui est menacé ou pas, est-ce que la façon dont la Convention a été mise en œuvre jusqu'à aujourd'hui permet de répondre à ces questions? La question de s'intéresser aux pratiques culturelles. Dans le patrimoine mondial aussi, il y a un certain nombre de pratiques culturelles. La Convention de 72, qui est ratifiée par les États-Unis, par tous les pays que je viens de mentionner. Là aussi, est-ce que ça ne devrait pas faire réfléchir? Mon avis personnel, c'est qu'un certain nombre de ces inquiétudes trouvent leur réponse
soit dans le texte même, soit dans l'expérience de la mise en œuvre, toutes les décisions que les organes de la Convention ont été amenés à prendre au cours de ces années de mise en œuvre depuis 2006. Il y en a en matière, pour répondre à ces réserves qui ont été formulées par les États-Unis, mais aussi peut-être aussi à toutes les autres. J'en viens maintenant au deuxième point, celui de la gouvernance au niveau international, national et local. La Convention vise à assurer une continuité entre ces trois niveaux, en partant surtout du niveau local pour arriver au niveau international, en passant par le niveau national, mais aussi fédéral pour les États qui ont un régime fédéral. Alors, le niveau local est représenté par les communautés. C'est dans les articles 11, paragraphe B, et surtout dans l'article 15 de la Convention, mais aussi dans le chapitre 3, paragraphe 1, ou section 1 des directives opérationnelles. Ce sont les partenaires clés. Les communautés sont les partenaires clés dans le processus de sauvegarde. Les niveaux local et national se rapportent à l'inventaire. C'est dans ces niveaux-là que l'inventaire est mis en place, parmi d'autres mesures de sauvegarde qui peuvent être politiques, juridiques, financières, éducatives ou de sensibilisation. Les articles 12, 13, 14 de la Convention, par exemple. Le niveau international est principalement consacré à la mise en œuvre de la Convention par le biais des organes directeurs que j'ai déjà mentionnés. L'Assemblée générale, qui est l'organe suprême, se réunit tous les 2 ans. Elle va se réunir là prochainement en juin prochain, les années paires. Et le comité intergouvernemental que j'ai déjà mentionné, sur ces deux organes, les articles 4 à 8 et le chapitre 4 des directives opérationnelles. En plus des organisations accréditées, les ONG, article 9 de la Convention, et bien sûr du secrétariat, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'UNESCO qui sont dédiés à la mise en œuvre du point de vue administratif et technique de la Convention, c'est l'article 10. Néanmoins, la relation entre ces trois niveaux est plutôt discontinue. Sur le plan international, le mur de la souveraineté est infranchissable. Il y a un moment où la volonté internationale ne peut pas passer outre la souveraineté des États. C'est clair. Et ce n'est pas vrai uniquement pour cet instrument, c'est aussi vrai pour les autres conventions. Les organes directeurs de la Convention peuvent tenir un État partie responsable de la mise en œuvre au niveau international. Par exemple, s'il ne paye pas ses contributions obligatoires. Par exemple, s'il ne soumet pas des rapports périodiques tous les 6 ans sur la mise en œuvre de la Convention au niveau national. Par contre, ils sont impuissants quant aux obligations de cet État au niveau national, surtout en matière d'inventaire, d'implication des communautés et de sauvegarde, entre autres. Ici, les organes, surtout le comité, ne peuvent compter que sur la bonne volonté des États, surtout lorsqu'ils soumettent leur rapport périodique. Au niveau international également, le processus est arrivé à une surcharge très rapidement que prévu, pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles les ressources humaines limitées du secrétariat et l'ensemble des capacités des organes directeurs. Depuis quelques années maintenant, c'est un plafond de 50 dossiers qui sont évalués et examinés par an.
Et dans ces 50, il y a les candidatures pour les deux listes, la liste représentative, la liste de sauvegarde urgente, mais aussi les programmes, projets et activités proposés pour sélection au registre des bonnes pratiques et les demandes d'assistance internationale. Tout cela doit totaliser 50 dossiers. Alors, pour les demandes d'assistance internationale de plus de 100 000 $, en deçà, c'est un autre mécanisme. Alors, pour cela, il fallait prévoir des priorités, parce que vous imaginez bien que les États arrivent avec un nombre impressionnant de demandes. Pas tous. Il y a des pays qui sont plus entreprenants, plus actifs que d'autres. Donc, le nombre de dossiers est important, mais la capacité des organes est limitée. Pour cela, vous avez, si vous revenez au paragraphe 34 des directives opérationnelles, vous allez trouver ces priorités. Comment le secrétariat s'adonne à cette gymnastique pour pouvoir dégager les 50 dossiers. La première priorité est donnée aux dossiers qui proviennent d'États n'ayant pas d'éléments inscrits. Ça, c'est la première. Pas d'éléments inscrits, pas de meilleures pratiques, pas de bonnes pratiques de sauvegarde sélectionnées, pas de demande d'assistance internationale octroyée. Donc, celui qui n'a eu rien, il a la priorité. S'il arrive avec une candidature. Il donne la priorité aux candidatures à la liste de sauvegarde urgente, ce qui est tout à fait compréhensible. Le mot sauvegarde existe dans le nom de la convention elle-même. Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Donc la sauvegarde, c'est vraiment l'objectif principal de la convention. Donc, elle a une priorité par rapport à l'autre liste, la liste représentative. La deuxième priorité, c'est celle qui est donnée aux dossiers multinationaux, des États qui arrivent avec une candidature conjointe dans laquelle il est question d'un patrimoine partagé. Troisième priorité, les dossiers qui proviennent d'États ayant le moins d'éléments inscrits, de bonnes pratiques sélectionnées, de demandes d'assistance internationale octroyées. C'est celui qui en a le moins. Et donc, voilà, le secrétariat, chaque année, doit s'adonner à cette gymnastique pour savoir quels sont les 50 dossiers. Donc, on va voir chaque État, combien d'éléments a déjà sur les listes, combien d'assistance internationale il a reçu, combien d'activités ou de programmes a-t-il sur le registre des bonnes pratiques pour savoir est-ce qu'il rentre dans les 50 de tel ou tel cycle ou pas. Donc voilà, le système est arrivé très vite à, je ne dirais pas à saturation, mais en tout cas, il y a une limite maintenant qui est fixée parce que la capacité des organes est limitée. Alors le problème se pose pour le backlog, hein, tout ce qui reste dans le pipeline. Que faut-il en faire? Les éléments ne peuvent pas rester, surtout pour les États qui ont déjà beaucoup d'éléments inscrits. Ils sont obligés d'attendre 5, 8, 10, 12 ans avant de voir un autre élément inscrit. Qu'est-ce qu'il advient des dossiers qui sont soumis et qui restent dans le backlog pendant des années? Ça aussi, c'est problématique. Donc, les États sont incités à les reprendre pour pouvoir les resoumettre. Voilà. Mais quand on sait que la préparation d'une candidature, c'est une opération très lourde, que les États ne sont peut-être pas prêts toujours à reprendre ce travail, parce qu'ils demandent l'implication des communautés, ils demandent un certain temps, ils demandent un certain nombre de moyens, cela pose quelques problèmes. Alors, au niveau local et national, les expériences semblent très diverses si on se reporte au rapport périodique des États que l'on trouve sur le site de l'UNESCO. Des efforts louables ont été entrepris, mais les défis sont encore nombreux. De nombreux points tirés de mon expérience personnelle, par exemple, en tant que facilitateur du programme de renforcement des capacités de l'UNESCO, se présentent. Ils traitent souvent de zones d'ombre ou d'angles morts,
de la Convention. Par exemple, toutes ces questions qui, pour diverses raisons, n'ont pas été abordées lors de la rédaction de la Convention. Elles émergent aujourd'hui. Et ces points sont parfois responsables de frictions tant au niveau local que national. Ils portent sur les méthodologies et les protocoles des inventaires, parce que nulle part la procédure d'inventaire n'est expliquée. Comment le mener avec la participation des communautés, c'est une opération très difficile. Les critères de représentation, comment des gens peuvent se déclarer porte-parole de communauté, comment sont-ils désignés, avec quel mandat. La relation entre les administrations et les communautés dans la préparation des candidatures, ce n'est pas très clair, les responsabilités ne sont pas définies. Les critères de sélection des éléments à inscrire sur les listes, les critères au niveau national, les critères au niveau international existent, mais au niveau national, quels sont les critères pour inscription sur les inventaires au niveau national, parfois au niveau local, et pour les États qui ont des systèmes fédéraux au niveau fédéral. En fait, ces domaines sont laissés à la discrétion des États parties qui décident comment gérer les défis qui se posent. La cohésion nationale est une préoccupation majeure dans les processus de mise en œuvre de la Convention dans de nombreux pays. Et ceci est reflété de différentes manières. L'une d'entre elles est la réticence et même le refus parfois d'utiliser le nom de communauté. Je sais qu'en Algérie, par exemple, ou en France, on est réticent à utiliser le terme communauté. Parce qu'on considère qu'il n'y a que des citoyens qui ont des droits et des obligations, qui sont tous égaux devant la loi. Pourquoi instituer des groupes de ce genre si les citoyens sont individuellement définis et sont censés être égaux? Une autre préoccupation est la manière dont certains États parties utilisent la Convention pour servir leurs propres agendas politiques et économiques. Parce que derrière certaines inscriptions se profilent des considérations économiques, de promotion de tels produits de terroir, ou parfois pour des considérations politiques de compétition régionale ou sous-régionale ou internationale. Certaines de ces inscriptions semblent avoir pour but de faire reconnaître à la communauté internationale non seulement un élément en tant que patrimoine culturel et immatériel, mais aussi la souveraineté politique sur un territoire et une communauté locale. Sans parler de l'appropriation des pratiques culturelles par rapport à la propriété intellectuelle. Dire que telle pratique appartient à tel État, c'est une sorte d'emprise légale. Mais cette question de propriété intellectuelle n'est pas discutée ici parce que je me déclare incompétent là-dessus. Enfin, le lien entre les trois niveaux, le niveau local, national et international, peut amener les États parties et les organes directeurs de la Convention à mieux renforcer le continuum du local à l'international. Je pense que le programme de renforcement des capacités, s'il est élargi, peut permettre une connaissance beaucoup plus large et beaucoup plus approfondie de la Convention et de ses procédures. La coopération internationale peut être renforcée, principalement sur le patrimoine culturel et matériel partagé. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'inscriptions qui sont parfois problématiques, portent sur des éléments, je mets ça entre beaucoup de guillemets, semblables. Il n'y a pas d'éléments semblables, mais enfin, parfois, les éléments sont tellement proches. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser, par exemple, au kimchi, qui est inscrit à la fois au nom de la République de Corée et au nom de la République populaire et démocratique de Corée. Cela pose la question de la représentativité. Si on appelle cette liste représentative,
contient des éléments représentatifs du reste, de tout le reste du patrimoine immatériel. Mais si on a des doublons, si on a des éléments qui sont tellement proches, tellement semblables, même si, bien évidemment, il faut mettre ça entre guillemets, donc ça pose le problème de la représentativité. La confiance dans le travail de l'organe d'évaluation est aussi une question qui est débattue. Mais ce que je peux dire de son rôle dans la mise en œuvre au niveau local, national et international, c'est que même si les procédures ne ressemblent pas à celles de la Convention de 72, par exemple, ici en 2003, on n'a pas la possibilité d'aller voir sur le terrain, alors que pour les sites du patrimoine mondial, les experts de l'ICOMOS, de l'UICN et de l'ICRAM peuvent se rendre et doivent même se rendre pour voir ce qu'il en est sur le terrain. Dans le domaine du patrimoine immatériel, ça n'existe pas, cette procédure. Mais ce que je peux dire de mon expérience au sein de l'organe d'évaluation, c'est que c'est un organe qui a gagné en maturité maintenant, même s'il a été créé il n'y a pas longtemps. C'est un organe qui est devenu technique au sens positif du terme. Il agit selon un subtil mélange d'expertise et de recherche de consensus, de rigueur et de flexibilité, de neutralité et d'impartialité, qui permettent une mise en œuvre de la Convention au niveau international qui conforte les ambitions des États. Je passe maintenant au troisième point, le processus d'inscription. Alors, le principe même d'inscrire des éléments ou de disposer de listes est une question qui s'est posée au moment de la rédaction de la Convention. Est-ce qu'il faut avoir des listes? Ceux qui étaient contre disaient on ne veut surtout pas reproduire le modèle de la Convention de 72 sur le patrimoine mondial. Ceux qui étaient pour disaient mais si on n'a pas de liste, que va-t-on faire des chefs-d'œuvre qui ont déjà été sélectionnés dans le programme précédent? Et comment on va attirer les États pour qu'ils contribuent financièrement à la mise en œuvre de la Convention? Donc il fallait trouver un moyen pour faire que les États soient encouragés, il y ait quelque chose qui les intéresse concrètement, une reconnaissance, qui leur donne une certaine présence sur la scène internationale. Donc finalement, une solution moyenne a été choisie, c'est contrairement à la Convention de 72, il y a une seule liste avec une sous-liste des patrimoines en péril, c'est une seule liste, en vérité. Cette convention a choisi d'avoir deux listes, la liste représentative, article 16, et la liste de sauvegarde urgente, article 17. Et les deux listes sont distinctes, comme vous le savez certainement. Ce sont deux listes qui ont des critères différents, et qui ont des procédures différentes. Et si un élément est retiré d'une liste, il va rejoindre l'autre liste, il faut qu'il fasse l'objet d'une procédure nouvelle, complètement nouvelle, avec un formulaire différent et des procédures différentes. Ça s'est passé d'ailleurs cette année, l'année dernière, avec un élément, pour la première fois, un élément du Vietnam qui avait été inscrit en 2011, pour lequel le Vietnam a présenté, c'est une musique, la musique Sohan, pour lequel le Vietnam a présenté un rapport, il avait été inscrit sur la liste de sauvegarde urgente. Le Vietnam a présenté un rapport en 2015 pour dire la situation s'est beaucoup plus améliorée, le nombre de praticiens a augmenté et a rajeuni. Tout ça, c'est des indices intéressants, c'est des indicateurs sur l'état de viabilité. Et pour la première fois, le comité devait s'exprimer sur la question. Et en 2015, il a demandé au Vietnam de préparer une candidature pour inscription du même élément sur la liste représentative. Et dans l'organe d'évaluation, nous en avions discuté l'année dernière. Et il fallait évaluer à la fois le rapport du Vietnam de 2015 pour savoir s'il donne toutes les indications que la situation de la viabilité de l'élément s'est améliorée,
et examiner et évaluer en même temps la nouvelle demande d'inscription sur la liste représentative pour savoir si l'élément répond aux critères de cette liste. Voilà. C'est comme ça que ça s'est posé. Et finalement, ça a réussi puisque l'élément a été retiré par le comité de la liste de sauvegarde urgente et inscrit sur la liste représentative. Et certainement, il y aura d'autres cas à l'avenir. Alors aujourd'hui, il y a 403 éléments sur la liste représentative. Tous ces chiffres, vous les avez sur le site de l'UNESCO. 403 éléments sur la liste représentative, 52 sur la liste de sauvegarde urgente, 19 programmes, projets, activités sélectionnés sur le registre des bonnes pratiques de sauvegarde, 73 demandes d'assistance internationale accordées depuis 2008-2009, 73 projets financés par le Fonds du patrimoine culturel immatériel. Alors, le processus d'inscription, bien entendu, a des effets positifs et négatifs sur le patrimoine immatériel. Les effets positifs, par exemple, c'est l'amélioration de la visibilité du patrimoine culturel immatériel en général, la sensibilisation de toutes les parties prenantes, le renforcement de la coopération, surtout par le biais des candidatures multinationales. Ça permet aux États de travailler ensemble, de se rapprocher. Donc c'est aussi dans l'esprit de l'UNESCO sur le dialogue interculturel, le dialogue et le respect mutuel. L'amélioration de la sauvegarde des éléments du patrimoine culturel immatériel, malgré tous les problèmes qui se posent lorsqu'un élément est inscrit sur la liste, il y a de l'attention, on fait des rapports périodiques, on sait comment est la viabilité. Donc, somme toute, on peut dire que c'est positif, mais il y a aussi des effets négatifs. Par exemple, rien qu'à voir les chiffres, vous avez 403 contre 52, ça montre l'orientation que prennent les États, la direction dans laquelle ils s'engagent. Ils préfèrent, les États partis préfèrent la liste représentative, que j'appelle la vitrine, c'est en vérité une vitrine, dans laquelle on expose un certain nombre de pratiques culturelles vivantes. Ils la préfèrent à la liste de sauvegarde urgente qui est en vérité l'objectif principal de la Convention. Ça, c'est un point négatif, on peut dire. Il y a aussi une certaine concurrence entre les États. Qui va inscrire le plus, qui va avoir une présence, donc ça nourrit aussi des ambitions politiques, qui va avoir une présence sur la scène internationale, parce que l'inscription donne une certaine aura aux États partis, et donc il ne faut pas se leurrer, le patrimoine est utilisé aussi à des fins politiques. Ça entraîne parfois l'exacerbation d'un nationalisme étroit. Lors des comités, on voit très souvent les drapeaux. Je ne suis pas du tout contre les drapeaux, mais ça devient parfois un peu nationaliste. Cette tendance à montrer le drapeau, parce qu'on sait que les caméras sont braquées sur les délégations, montrer les drapeaux pour dire voilà, notre élément est inscrit, nous sommes grands, nous sommes forts, etc. C'est une tendance nationaliste un peu... Enfin, c'est un effet, on va dire, c'est un effet un peu négatif de cette course à la reconnaissance internationale. Et quand c'est multinational, qu'est-ce qui ressort? On voit pas mal de drapeaux là. enfin, pas tous les États ont certains, pas tous. Il y en a qui apportent les drapeaux, il y en a qui ne les montrent pas. Ça dépend, ça renseigne aussi sur les... c'est pas, je ne veux pas dire que c'est critiquable, que c'est négatif, mais quand on sent qu'il y a
enfin, ce que j'appelle là un nationalisme étroit, c'est quand même gênant parfois. Cette exacerbation de l'appartenance à des frontières intangibles. La redéfinition et la réinterprétation des éléments selon des agendas politiques ou économiques, je l'ai déjà évoqué, et j'y reviendrai tout à l'heure, dans le dernier point, ce qui provoque parfois des conflits au sujet d'éléments communs ou similaires. Encore une fois, tout ça entre beaucoup de guillemets. Et ça, on le voit, il n'y a pas un comité où il n'y a pas au moins une, pas beaucoup, mais au moins une, deux problèmes de ce genre. Un État qui propose un élément et un autre État qui dit mais on a un élément semblable qui porte exactement le même nom, donc on n'est pas très d'accord, il faut attendre. Ou alors, parfois, c'est le prétexte parce qu'il y a déjà un conflit latent sur d'autres questions. Et le patrimoine est une sorte de, disons, de prétexte pour raviver les tensions latentes. Et ça, on le voit même dans le discours ou dans les réactions anodines, dans les discussions quotidiennes, on le voit. Moi, j'entends souvent, quand quelqu'un apprend qu'un élément est inscrit sur lui, la première réaction, mais on a une pratique semblable. On a quelque chose sur le mode un peu du regret. Mais pourquoi la nôtre n'est pas reconnue, n'est pas prise en considération? Alors qu'il y a cette possibilité des candidatures multinationales qui est vraiment excellente comme cadre pour éviter à la fois tous ces conflits, pour mutualiser les moyens et les efforts, pour permettre qu'un dialogue soit entretenu entre les communautés, pour qu'elles travaillent ensemble, qu'elles s'enrichissent des expériences des unes et des autres pour la sauvegarde. Parce que finalement, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est de sauvegarder. Ce n'est pas d'inscrire sur des listes, mais c'est surtout d'inscrire, de permettre aux éléments d'être viables sur le long terme. Enfin, sur le plan théorique, le principe d'inscription lui-même est fondamentalement épineux. Umberto Eco disait des listes qu'elles suggèrent l'incommensurable et nous font sentir le vertige de l'infini. Elles suggèrent l'incommensurable et nous font sentir le vertige de l'infini. Parce qu'effectivement, cette question des listes se pose. Est-ce que ce sont des listes finies ou infinies? Est-ce qu'elles sont appelées à s'allonger indéfiniment, ad vitam aeternam, ou est-ce qu'à un moment on va dire stop, et ce qu'on a inscrit est représentatif du patrimoine culturel et matériel de l'humanité, on arrête et on se consacre à la sauvegarde. Bon, c'est une utopie. Je me rappelle d'ailleurs que cette question du caractère fini ou infini des listes s'est posée déjà en 2009 au sujet de la Convention de 72. Il y avait une réunion en 2009 à Paris, à l'UNESCO, à laquelle j'avais moi-même pris part, sur l'avenir de la Convention du patrimoine mondial. Et la question s'était posée de savoir est-ce que la liste du patrimoine mondial est finie ou infinie. Et je me rappelle que ceux qui étaient plus âgés, qui étaient présents lors de l'adoption de la Convention de 72, avaient dit que les fondateurs de cette convention tablaient sur une centaine de sites inscrits. Alors maintenant, on a franchi le seuil du millier. On est déjà à 1071, je crois, cette année. En même temps, il faut reconnaître que les listes et le registre adoptés dans le cadre de la Convention de 2003 sont le résultat d'un large consensus parmi les États membres. Bien sûr, il peut y avoir une distinction à faire entre le principe de l'inscription et la manière dont les éléments et les projets sont sélectionnés. Mais il ne s'agit pas seulement d'une application technique des critères, il s'agit plutôt d'une procédure globale, une sorte de mélange, Chiara Bortolotto, qui est une spécialiste du patrimoine
immatériel appelle un mélange d'expertise et de politique. Bon, sur ce point, je pense que le système doit être renforcé dans son ensemble. Mais il faut avoir à l'esprit cette continuité qui ne devrait plus être discontinue entre le niveau local et le niveau international. Parce que si on continue sur le mode discontinu, je ne suis pas certain que les objectifs seraient atteints. Donc il faut renforcer cette continuité du processus de la mise en œuvre depuis le niveau local jusqu'au niveau international, et en s'ouvrant aussi sur les autres mécanismes, à la fois les autres conventions internationales, mais aussi tous les autres traités qui impactent d'une manière ou d'une autre le patrimoine culturel immatériel. En même temps, une majorité d'éléments du patrimoine culturel immatériel pourraient rester en dehors de ce système global. Tout n'est pas appelé non plus à être inscrit sur les listes, à être reconnu au niveau international. Ils peuvent avoir leur propre vie, et d'ailleurs on le voit. Il y a des éléments qui se portent très bien, qui sont pratiqués, qui n'ont pas de problème de viabilité, mais ils sont en dehors des listes et en dehors de tout ce circuit. Et c'est tant mieux pour eux. Certains sont bien entendu appelés à disparaître parce que les communautés, les groupes et les individus ne s'y reconnaissent plus et peut-être ne veulent plus les sauvegarder parce qu'ils ne le représentent plus, ils ne s'inscrivent plus dans leur vie. Certains peuvent être candidats à l'inscription, bien entendu. Encore faut-il s'entendre, surtout au niveau local et national, sur les critères sur la base desquels tel ou tel élément va faire l'objet d'une candidature. Clarifier un peu les procédures, les rendre un peu plus transparentes, un peu moins opaques. Le rôle des communautés. Alors j'en viens au rôle des communautés, qui est une des questions importantes qui se posent à la mise en œuvre de la Convention de 2003, aujourd'hui. Pour dire que les standards d'une bonne candidature sur les listes de la Convention du patrimoine immatériel sont fixés dans l'esprit des droits de l'homme et des expériences récentes en matière de démocratie locale et participative. C'est ça le cadre qu'en principe, les candidatures doivent aujourd'hui respecter vis-à-vis de l'obligation d'impliquer les communautés notamment. Le problème, c'est qu'on se rend compte que ce cadre convient mieux à des pays qui ont une longue expérience démocratique et peut-être moins à des pays qui sont dans une logique plus autoritaire ou autocratique, ou en tout cas où la marge démocratique est réduite, la marge de la participation citoyenne est réduite. Voilà. Là, le problème de la participation des communautés se pose différemment. Ce débat s'est produit dans mon expérience, par exemple, en tant que facilitateur en Afrique du Nord ces dernières années. Je me rappelle dans un atelier en 2013 en Tunisie, d'ailleurs, il y avait un atelier à Matmata dans le sud tunisien. C'était le premier atelier dans le cadre d'un programme du bureau de l'UNESCO au Maghreb pour mettre en œuvre aider les États de cette région à mettre en œuvre la Convention. C'était un atelier qui porte sur la mise en œuvre de la Convention au niveau national. Et un des participants avait posé une question pour savoir si la Tunisie pouvait revenir sur la ratification de la Convention de 2003. Pour lui, la ratification a été faite par la Tunisie en 2006 et c'était sous le régime qui a été destitué par la révolution tunisienne en 2011. Donc pour lui, la reconnaissance de cette convention ne s'est pas faite dans un cadre démocratique. Est-ce qu'il faut revenir
commentaire sur cette ratification. En tout cas, il n'y a jamais de mauvaises questions. Il peut y avoir de mauvaises réponses, mais il n'y a jamais de mauvaises questions, comme on dit. J'ai trouvé que c'était effectivement une bonne question. La participation communautaire, vous la trouverez dans l'article 15 de la Convention, mais ce n'est pas une disposition facile. Il existe aujourd'hui une abondante littérature sur les rôles des communautés, et surtout sur la question de consentement libre, préalable et éclairé. J'en discutais tout à l'heure avec Cécilia et François. Le consentement libre, préalable et éclairé des détenteurs et des praticiens. Mais il faut reconnaître que la question des communautés est au cœur de la Convention et du système dans son ensemble. Et ça pose toutes les questions, y compris celles que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc, quels sont les représentants de la communauté? Qui les désigne? Avec quel mandat? Et quel est le processus qui va permettre cette participation des communautés? Est-ce que les procédures doivent être légales, formelles? Est-ce qu'elles doivent s'inspirer des modèles traditionnels de gestion locale qui existent peut-être déjà au sein d'une communauté, qui connaissent peut-être un certain essoufflement aujourd'hui, qu'il s'agit peut-être de revitaliser? Parce qu'à l'évidence, il faut aussi partie du patrimoine immatériel. Mais en tout cas, dans le cadre des candidatures sur les listes et le registre, les exigences sont assez claires. Le dossier doit décrire le processus de participation des communautés, des groupes et le cas échéant des individus. Cela doit être prouvé par des documents de consentement qui peuvent être écrits, ou audio, ou vidéo, ou autres, ou sous un autre format. En tout cas, il doit y avoir une preuve tangible pour que le critère 5 soit considéré comme... le critère 4, R4 et U4, dans le cas des deux listes, soient considérés comme remplis. Néanmoins, le processus d'évaluation soulève beaucoup de questions. La définition de la communauté elle-même est problématique. Et je me rappelle, le comité avait décidé d'organiser en 2012 un groupe intergouvernemental ouvert pour réfléchir sur un certain nombre de questions, dont la définition de la communauté. Il y a un collègue qui s'appelle Toshiyuki Kono, qui est un professeur de droit au Japon, avait fait une étude à ce moment-là, en 2012, pour voir comment se présente la communauté dans les éléments qui avaient été inscrits jusque-là. Et il a découvert qu'on avait toutes sortes de communautés. De la communauté qui compte quelques individus à une communauté nationale qui compte 60 millions d'habitants. Cette question n'a jamais été définie ni par la Convention ni par ses organes. La relation entre communauté, groupe et individu, ce sont les trois termes utilisés dans la Convention. Quelle est la relation entre eux? C'est aussi une question qui mérite d'être posée. La disproportion entre les aspirations et les besoins des individus, des groupes et des communautés, d'une part, principalement dans les pays en développement, et les moyens matériels et financiers mis à disposition par les États parties concernés. Il y a une sorte de disproportion parce que les gens expriment souvent leurs préoccupations au sujet du manque de financement et de la pénurie dans le budget disponible. Et très souvent, l'inscription est perçue comme, comme une porte ouverte au financement. Certaines communautés considèrent à partir du moment où un élément est inscrit, cela appelle un financement, ce qui n'est pas évidemment le cas. La faible utilisation du fonds du patrimoine culturel immatériel a été remarquée par les organes de la Convention. Il y a peu de demandes
de financement, peu de demandes d'assistance internationale présentées au fonds à aujourd'hui. Et depuis 2016, c'est pour cette raison, entre autres, que depuis 2016, l'Assemblée générale a décidé de porter à 100 000 $ le plafond des demandes d'assistance internationale examinées par le bureau du comité. Parce qu'avant, le plafond était de 25 000 $. Depuis 2016, c'est 100 000 $. Donc jusqu'à 100 000 $, les demandes d'assistance internationale peuvent être présentées à tout moment par les États parties en développement. Celles qui dépassent le montant de 100 000 $ doivent être présentées comme les inscriptions avant le 31 mars et elles suivent la même procédure un peu longue des inscriptions. En fin de compte, les communautés, je le redis encore une fois, sont au cœur du système. Ils devraient être des partenaires majeurs dans le processus de sauvegarde des éléments qui sont reconnus. Il y a un besoin de renforcement des capacités à l'adresse des communautés. C'est que les communautés s'organisent très souvent aujourd'hui s'organisent sous forme d'ONG, d'associations. Les associations culturelles sont souvent les porte-paroles de certaines communautés. Il y a un besoin de renforcer les capacités de ces porte-paroles, de ces partenaires qui ont un rôle important parce qu'ils sont au contact des communautés et des éléments sur le terrain. L'objectif serait de permettre à ces associations et plus largement aux communautés de devenir autonomes, c'est-à-dire de sauvegarder, renforcer leur autonomie pour qu'elles puissent sauvegarder leur patrimoine culturel et immatériel. Non pas forcément avec leurs propres moyens, parce que souvent ils n'ont pas de moyens, mais ils ont la possibilité de savoir comment trouver les moyens, comment présenter une demande d'assistance internationale, comment chercher, convaincre des bailleurs de fonds, parce que l'objectif est clair, il s'agit de sauvegarder une pratique qui est en voie de disparition, revitaliser un élément ou simplement organiser une formation. Le dernier point. Le dernier point sur lequel je voudrais dire quelques mots est l'impact de la sauvegarde sur les éléments inscrits sur les listes. Ça va, est-ce que je ne suis pas trop lent? Non. Alors, comme la conservation est un processus du patrimoine qui modifie parfois délibérément le patrimoine matériel, la sauvegarde du patrimoine immatériel altère et transforme sciemment les éléments qui sont identifiés et reconnus. Ça, c'est un constat de base. Lorsqu'on a identifié un élément, il y a certainement un effet, il y a un impact sur lequel on réfléchit rarement. La sauvegarde produit une variété d'effets imprévus sur les expressions, les pratiques, les connaissances et les savoir-faire. Par exemple, certains aspects de l'élément sont mis en évidence au détriment d'autres. Cela peut se produire à des moments différents de son histoire, de l'histoire de l'élément. Parfois, tels aspects sont mis en évidence, à une autre période, tels aspects sont plus mis sous les feux des projecteurs, et ça laisse dans l'ombre un certain nombre d'autres aspects. Le discours international qui se trouve dans la Convention elle-même, ses directives opérationnelles, mais aussi dans les décisions du comité, les recommandations de l'organe d'évaluation, dans le matériel de renforcement, parce que l'UNESCO, l'unité du programme de renforcement des capacités a mis en place un certain nombre
matériels qui guident le travail des facilitateurs, tout cela tend à délégitimer, donc toute cette littérature, je peux dire, tend à délégitimer certaines utilisations économiques ou commerciales du patrimoine culturel et matériel. Bien sûr, la raison, c'est le respect de l'esprit de la Convention. Il ne faut pas surcommercialiser le patrimoine immatériel. Certaines de ces utilisations, au contraire, semblent être poursuivies par les pratiques contemporaines, les pratiques des acteurs. Les acteurs poursuivent au contraire une certaine commercialisation, une certaine utilisation à des fins économiques, principalement les détenteurs, mais pas seulement, surtout dans les pays en développement. Alors la question, bien sûr, qui se pose ici, c'est la question des usages. Je renvoie au travail de Laura Jane Smith sur Uses of Heritage qui a été publié en 2006. Quels sont les usages autorisés? Quels sont les usages non autorisés? Entre guillemets, bien sûr. Je vais donner un exemple du Maroc, mais qui certainement résonnera dans l'esprit de certains d'entre vous pour évoquer d'autres situations semblables. Au Maroc, ce sont les éléments de l'artisanat et les arts du spectacle. Les arts du spectacle ici couvrent les chants et les danses traditionnelles, communautaires, traditionnelles. Ces deux éléments, les éléments de l'artisanat et les arts du spectacle, ont parfois deux usages. Le premier usage est une pratique et une transmission dans un cadre local, suivant des procédures qui sont là depuis un certain temps. Dans ce contexte, ils ont un faible coût monétaire, d'une part, et une valeur sociale élevée, d'autre part. Donc il y a une sorte de disproportion entre la valeur sociale élevée et le coût monétaire modeste. Par exemple, il y a un petit tambourin qu'on appelle tarija, qui est fabriqué avec poterie, sur lequel on va coller sur un bout, on va coller une peau de chèvre. Ce petit instrument est fabriqué, par exemple, au moment d'une fête qui s'appelle l'Ashura. Et il est fabriqué par les potiers, dans une ville comme Marrakech, par exemple, et il est décoré par les femmes. Il est fabriqué, les potiers hommes fabriquent la partie en poterie, et la peau et la décoration, avec la peinture, est faite par les femmes. C'est un instrument qui peut être vendu entre 1 et 3 $. Un prix très modeste, et c'est fait pour cette fête-là, et après, on l'oublie. Dans les mariages, les personnes invitées participent de nombreuses façons. Par exemple, elles participent à la danse collective, elles participent à la préparation des repas, elles peuvent être hébergées par la famille d'accueil. Les groupes de musiciens jouent pour des sommes très modestes. Des groupes de musiciens qui peuvent parfois être des professionnels, mais ils vont jouer parce que c'est un mariage, parce que c'est dans un cadre festif, parce que c'est beaucoup plus le plaisir que le gain qui est mis en avant. Ils vont jouer pour des sommes très modiques. Au contraire, lorsqu'ils sont consacrés à des utilisateurs
étrangers, principalement des touristes, d'autres versions de ces mêmes éléments se voient. Et là, on a la situation complètement inverse. Le petit tambourin ou la danse collective, l'art du spectacle, a une charge sociale très réduite et un coût monétaire important. On a exactement la situation inverse, parce que là, on est dans une situation où on va distraire des touristes, où ça s'adresse à une élite, ça s'adresse dans un contexte en général en dehors du lieu dans lequel l'élément est pratiqué. L'élément est coupé de son contexte culturel, tel que les expressions orales, les croyances et les rituels qui l'accompagnent. Et là, évidemment, il est très réduit. Hein. Tout le côté rituel, tout le côté, les éléments qui sont associés, qui peuvent être matériels ou immatériels, on peut l'amputer d'un certain nombre de choses et n'en présenter qu'une sorte de digest. Hein. Très réduit dans le temps, parce que c'est ce qu'on leur dit hein, à ces groupes, il faut qu'ils réduisent, parce que pas le temps, et peut-être il y a d'autres groupes qui attendent. Donc il y a une version simplifiée qui est présentée. Alors le défi auquel font face les praticiens et les détenteurs aujourd'hui est la préférence à donner à un sens ou à un autre. Les détenteurs sont aujourd'hui devant un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? S'ils privilégient la forme villageoise, communautaire, le gain est très réduit. Et l'effort consenti est important. Il y a une reconnaissance sociale, certes, mais il n'y a pas de reconnaissance matérielle. S'ils privilégient l'autre forme, touristique, commerciale, hein, c'est l'inverse. La reconnaissance sociale et la charge culturelle est réduite, et en contrepartie, on a un gain plus conséquent. Donc voilà, ils sont confrontés à ce dilemme. Et cette question concerne la valeur. On pourrait se demander d'ailleurs que signifie la valeur pour une communauté donnée, la valeur du patrimoine. Qu'est-ce que cela signifie pour les autres parties concernées par le processus de sauvegarde? Tous ceux qui ne sont pas directement concernés, mais qui gravitent autour du patrimoine immatériel. Est-ce que le patrimoine immatériel a une valeur en tant que tel, ou seulement quand il est pratiqué sous une forme ou une autre? Et quels sont les usages qui sont conformes, entre guillemets, aux exigences de la sauvegarde? Quelle est la différence entre les valeurs réelles et les valeurs potentielles? Qui évalue la valeur parmi les communautés, les groupes et les individus? Aussi, c'est une question. Il y a toujours cette opposition entre la Convention de 72, dans laquelle ce sont surtout les experts de l'ICOMOS, de l'UICN, etc., qui déterminent la valeur. Et derrière eux, bien sûr, il y a les experts au niveau national qui élaborent les dossiers. Mais la Convention, il est vrai de reconnaître aussi que la Convention de 2003 a introduit une sorte de changement de paradigme dans lequel ce sont les communautés qui déterminent la valeur. Ce ne sont plus les experts, mais ce sont ceux qui détiennent, pratiquent et transmettent qui déterminent la valeur, en tout cas qui sont censés déterminer la valeur, si on leur en donne l'occasion. Bien sûr, il est difficile de répondre à ces questions, mais si l'évaluation de la valeur a progressé dans le domaine du patrimoine matériel, on ne peut pas en dire autant pour le patrimoine immatériel.
Bien, alors pour conclure, la Convention du patrimoine culturel et immatériel a construit un système large et puissant en très peu d'années. C'est ce que j'appelle le système du patrimoine culturel immatériel. Le concept de patrimoine immatériel est devenu l'un des concepts les plus vulgarisés de l'UNESCO. Il a progressivement remplacé ou concurrencé d'anciennes appellations comme le folklore ou la culture populaire. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments qui sont reconnus au niveau international comme faisant partie des patrimoines de l'humanité. Il y en a qui sont inscrits sur la liste de sauvegarde urgente et on voit bien que les efforts de la sauvegarde sont entrepris au niveau local et national pour les remettre, pour leur assurer une meilleure viabilité. Néanmoins, le système du patrimoine immatériel présente un certain nombre de faiblesses qui doivent être étudiées de très près. Les capacités des organes, par exemple, que j'ai déjà signalées, sont limitées. Le premier impact a été le plafond du nombre de candidatures examinées chaque année par le comité. La possibilité de conseiller et d'accompagner les États parties et les communautés est limitée en raison du manque de ressources financières et humaines. Sur un plan plus large, l'universalité du traité est en jeu puisque près de 20 États membres de l'UNESCO ne l'ont pas encore ratifié. Plus de sensibilisation et de renforcement des capacités peuvent aider à améliorer l'ensemble du système pour une meilleure sauvegarde dans le monde entier. La capacité du système doit être renforcée afin que les États parties et les communautés soient accompagnés et conseillés dans leurs efforts sur le terrain, y compris sur l'élaboration des candidatures et des demandes d'assistance internationale. L'approbation des principes éthiques par le comité intergouvernemental en 2015, le comité a approuvé une série de 12 principes éthiques qui sont censés contribuer à placer les détenteurs et les communautés au centre du système. Néanmoins, les États parties doivent faire des efforts pour renforcer les capacités des communautés présentes sur leur territoire. Et ces communautés devraient être renforcées afin de jouer pleinement leur rôle dans le processus de sauvegarde. Le patrimoine culturel immatériel pourrait ainsi permettre aux communautés, groupes et individus de rechercher dans leurs propres ressources culturelles et de rechercher en elles-mêmes les moyens d'améliorer leur vie et de contribuer à la paix et au développement durable dans un monde en pleine mutation. Je vous remercie.